Alors, on a un débat, nous, en interne de Fréquence Commune, hein, de savoir si est-ce qu'on fait de la démocratie directe ou est-ce qu'on fait autre chose. Mon point de vue, pour moi, c'est qu'on fait du travail associé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transférer le pouvoir des élus aux habitants. Il s'agit de faire du travail associé entre des élus, des habitants et des experts. Et pour moi, c'est ce trinôme-là, en fait, qui construit une décision euh, soutenable, désirable et qui tend vers l'intérêt général. Donc, il ne s'agit pas d'enlever le pouvoir aux élus, il s'agit de le partager avec les habitants. L'idée pour 2026, c'est de démultiplier ces listes dites participatives qui se présenteront aux élections municipales pour proposer une offre politique basée, encore une fois, sur l'expérimentation démocratique et faire en sorte que les habitants soient directement impliqués dans les décisions. Donc pour ce faire, on a un programme là qui va commencer au mois de novembre. On va former une quarantaine de formateurs qui vont accompagner, là, jusqu'aux élections de 2026, qui vont accompagner le plus de listes possible un peu partout en France. La transition écologique, en fait, peut pas être punitive à l'égard des plus faibles. Il faut qu'elle soit sans doute punitive à l'égard des gens qui ont des comportements qui nous emmènent droit dans le mur. Mais je crois qu'il y a quelque chose à prendre en compte dans les impacts que peuvent avoir ces mesures de transition écologique et de faire en sorte que ce ne soit pas les plus vulnérables qui en pâtissent. Et je crois que pour réussir cette équation-là, c'est-à-dire réussir à allier justice sociale et transition écologique, je crois qu'il faut faire intervenir les gens qui sont impactés par ces mesures-là et les appeler à la table des décisions pour pouvoir prendre en compte les impacts de ces mesures sur leur vie quotidienne. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire prendre en compte aux gens que cette dimension de la transition écologique est absolument incontournable et qu'en plus, on pourra atténuer les effets directs sur telle ou telle catégorie de la population. La déception démocratique majeure avec ce qui s'est passé sur les retraites, là, qui est juste une espèce de paroxysme absolu, où à la fois ni la démocratie représentative n'est respectée, puisque ce n'est pas l'Assemblée qui a décidé, c'est bien le gouvernement qui a décidé, face à une population qui majoritairement rejetait un projet de loi. Enfin, voilà, ça, plus tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces dérives aujourd'hui, je laisse à penser que les élections de 2027 vont être un peu compliquées et absolument risquées. Et là, moi, aujourd'hui, je m'inscris dans une perspective où, face à un État fasciste qui risque de s'installer en France en 2027, il va falloir créer des zones de résistance. Et je crois que ces communes qu'on est en train d'accompagner et qui vont faire de la démocratie autrement, seront aussi des endroits où on va reconstruire dans un environnement délétère, où on va essayer de reconstruire la suite de l'histoire. Mais j'ai bien peur, moi, qu'on passe par une zone un peu sombre, par un moment sombre de l'histoire, avant de pouvoir imaginer une innovation, enfin en tout cas un pays qui retrouve un système démocratique. Donc non, je ne suis pas très optimiste sur le très court terme. D'accord, ok. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on commence à se préparer à la sortie de ça, quoi. Bonjour, Tristan Réchid. Vous êtes cofondateur de Fréquence Commune. Vous avez accepté de répondre à nos questions à propos de cette coopérative qui se donnait pour mission d'aider les communes et les citoyens à participer et à s'intégrer dans la vie politique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Fréquence Commune, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc Fréquence Commune, c'est une coopérative qui a été fondée en 2020 et qui se donne comme mission d'accompagner des expérimentations de démocratie locale. Donc notre champ d'intervention, ce sont les communes et les intercommunalités. Et on met en place des dispositifs qui permettent d'intégrer et de faire participer les habitants aux décisions qui les concernent. Donc on a 3 grands piliers. Un premier pilier qui est l'accompagnement formation. Donc on accompagne les élus et des citoyens qui veulent se lancer en politique, qui veulent monter des listes. On les accompagne du coup à dessiner un peu un imaginaire démocratique. Donc on est avec des gens qui ne sont pas complètement satisfaits de l'état de notre démocratie et qui cherchent à mettre en place des dispositifs et des processus qui permettent de toucher du doigt de ce que pourrait être une démocratie, à savoir une implication réelle des habitants dans les décisions. Donc ça, c'est le premier champ, c'est l'accompagnement. Le deuxième champ, on raconte tout ce qu'on fait sur le terrain. Donc on commence à avoir un site internet qui commence à être un petit peu étoffé, où à chaque fois qu'on fait une intervention, on fait un papier dessus.
pour expliquer un petit peu ce qu'on fait et puis aussi pour verser au commun, toutes ces expérimentations qu'on mène un peu partout en France. Et on met en réseau, ça c'est le troisième pilier, c'est la mise en réseau. On met en réseau toutes ces communes et toutes ces listes qui réfléchissent à des nouvelles manières de faire la démocratie locale. Quand une commune a besoin de vous, du coup, comment ça se passe? Et on a fait beaucoup ce qu'on appelle nous la démocratie interne, euh, c'est-à-dire d'accompagner les équipes à fonctionner en collégialité. On part du principe que tout ne doit pas, tout ne doit pas être décidé par le maire, donc on est malheureusement souvent dans des fonctionnements assez pyramidaux dans les collectivités locales, Mmh. avec un maire et un bureau exécutif qui décident à peu près tout. Donc nous, on essaye de déconstruire ça avec les équipes qu'on accompagne. Donc sur une équipe de 24 élus, on va se poser la question de comment les 24 élus vont pouvoir prendre réellement une place dans la gestion et dans la conduite des projets de la municipalité. Voilà, ça c'est le premier grand champ d'intervention, donc c'est la dimension collégiale, en considérant que si on veut se lancer, si les équipes veulent se lancer dans de la démocratie avec les habitants, il faut aussi se poser la question de comment eux, ils fonctionnent en interne, de manière collégiale, et pour sortir voilà, de ce D'accord. format très vertical et très pyramidal qu'on trouve. Vous êtes intervenu dans pas mal de communes. J'ai vu que vous étiez intervenu à Lyon, à Rennes, Mm. à Poitiers pour des grandes villes, et puis dans plein de Ouais. petites villes ou communes plus restreintes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un résultat concret que vous avez obtenu? Oui, bah, il y en a pas mal du coup, hein. Donc, encore une fois, là, sur le premier champ d'intervention, sur la gouvernance interne, on a intervenu dans une quarantaine de communes. Donc, on a vraiment travaillé avec eux sur une modification des circuits de décision, changer aussi leur modalité de prise de décision, travailler vraiment les délégations de manière un peu fine. Qu'est-ce que ça veut dire déléguer à un élu une mission? Donc, on a énormément travaillé là-dessus dans pas mal de communes. Donc, ça a changé de manière très sensible leur manière de faire. Euh, un exemple assez concret. On a une confusion, comme au niveau national, au niveau local, on a une confusion entre le législatif et l'exécutif. Dans les communes, dans leur fonctionnement, on s'aperçoit que dans la très grande majorité des cas, vous avez un bureau exécutif qui est composé du maire, des adjoints et souvent du DGS, et que ce petit groupe de personnes, en fait, fait la loi et exécute la loi. Donc on a à peu près les mêmes déviances, hein, au niveau national, hein, avec une assemblée et un gouvernement, donc un gouvernement qui a tendance à décréter les lois et à les exécuter. Donc nous, on a voulu proposer du coup aux communes qu'on accompagnait d'arrêter avec ce fonctionnement-là. Donc on a l'un des exemples concrets en termes de gouvernance interne, c'est que, voilà, encore une fois, sur une équipe de 24 élus, par exemple, on fait en sorte que les 24 élus, que ce groupe de 24 élus soit vraiment l'instance politique, l'instance qui décide d'engager telle ou telle action. Et ensuite, vous avez un bureau exécutif qui est au service de cette instance politique de 24 et qui met en œuvre ce qui a été décidé par l'ensemble des élus. Donc ça, c'est une première dimension assez sensible sur laquelle on a accompagné les communes. Et donc, décider à 24, ça nécessite aussi un peu de méthode. Évidemment, c'est plus compliqué de décider à 24 que de décider seul. Donc, on a beaucoup travaillé avec les communes sur cette modalité-là. Et comment ça se passe quand vous essayez de faire intervenir les citoyens dans les décisions directement? Donc voilà, donc au-delà de la gouvernance interne, on intervient aussi beaucoup sur deux autres aspects. On intervient sur ce qu'on appelle, nous, des modalités d'assemblée. Et on est plutôt sur les assemblées décisionnaires. Donc c'est ce qu'on fait par exemple à Poitiers. On travaille en ce moment à Poitiers depuis 1 an et demi sur la mise en œuvre d'une assemblée d'habitants avec du tirage au sort. D'accord. Donc ce sont des Qui décide. représentants des habitants, mais tirés au sort. Ouais. Et la petite particularité qu'on a, c'est qu'on mélange dans cette assemblée des élus, des habitants et des experts sur le sujet qu'on met au traitement. Et on essaye d'emmener cette assemblée vers une dynamique plutôt décisionnaire que consultative. Donc pour ce faire, on fait souvent référence à la Convention citoyenne sur Le sur climat? le climat, qui a eu lieu. Et donc l'initiative était plutôt chouette, hein, et tout le déroulement était plutôt chouette, avec du tirage au sort, avec la mise en présence d'experts, etc. Mais on s'est aperçu qu'in fine, cette assemblée n'a été que consultative, hein, puisque les décisions qui devaient être prises soi-disant sans filtre ont évidemment été largement étriées par le gouvernement dans sa mise en œuvre. Donc pour dépasser cette dimension-là, nous on se pose la question du lien à la décision. Et donc, lorsqu'on monte une assemblée dans une commune, on se pose très fortement la question avec les élus de comment les travaux de l'assemblée vont réellement impacter la décision qui sera prise in fine par le conseil municipal. Qui vous tirez au sort parmi qui? Enfin, comment ça se passe la création de cette assemblée-là? Alors, on a
on a monté, on a élaboré un petit logiciel qui nous permet de faire du tirage au sort sur le cadastre. C'est parce que donc on trouve, plutôt insatisfaisant le fait d'aller tirer au sort sur des listes électorales puisque ça exclut, une partie de la population. Mmh. Donc on va plutôt aller sur le cadastre qui permet potentiellement de toucher, tous les habitants, d'un territoire. D'accord, ça veut dire que quelqu'un qui même qui n'est pas au courant que ça existe, il peut être tiré au sort et puis il Mmh. va être contacté ensuite pour, venir C'est ça. participer? D'accord. Et sur la modalité de prise de contact, c'est pareil, on a innové aussi là-dessus, parce qu'on s'aperçoit que la plupart du temps, le tirage au sort, heu, la suite du tirage au sort, c'est soit un envoi de courrier, soit un coup de fil. Mmh. Et je crois qu'on est à peu près autour de 6 à 10 de réponses positives, avec ce type de modalité. Donc on peut considérer que c'est toujours un peu les mêmes qui vont répondre positivement. Mmh. Alors qu'avec le porte-à-porte, on est plutôt autour de 30-40 de réponses positives et on voit bien la plus-value que ça a d'aller voir les gens, pour leur expliquer, ce qu'on attend d'eux. Heu et voilà, donc là, on se retrouve réellement dans les expériences qu'on commence à avoir, on se retrouve réellement avec des gens qui ne participent pas d'habitude au débat public et qui viennent, intégrer suite au tirage au sort, qui viennent intégrer les travaux de l'assemblée. Qu'est-ce que ça donne, après 8 mois d'expérimentation? Qu'est-ce que ça donne, on va dire au niveau du feeling, au niveau des élus, du maire même? Est-ce que lui, il a pas un peu peur de perdre, son pouvoir? De travailler de cette manière-là, ça nécessite d'avoir des élus qui sont, partie prenante, Mmh mh. puisque, légalement et dans notre constitution, ce sont les élus qui in fine, décident et donc nous, on vient troubler un peu les règles du jeu, puisqu'on met en place des processus, où, c'est bien le jour de l'assemblée que se prenne une décision. Alors là, on frôle une on n'est pas dans l'illégalité, mais en tout cas, on a été retoqué, par exemple, à Poitiers, hein, sur le fait qu'on avait annoncé que cette assemblée serait décisionnaire. Alors, il se trouve qu'en France, dans notre constitution, ça peut pas être une assemblée populaire, qui est décisionnaire. On Mmh. met dans le meilleur des cas, les consultatives, mais in fine, ce sont bien les élus qui prennent les décisions, de l'assemblée. Donc, pour être dans les règles du jeu, évidemment que ce qui est travaillé par l'assemblée passe au conseil municipal et suit tout un protocole, classique, Mmh. heu, dans l'administration. Mais nous, la petite particularité, contrairement à la Convention citoyenne, sur le climat, c'est qu'on intègre dans les travaux de l'assemblée l'ensemble des contraintes politiques et techniques. Alors ça C'est-à-dire que lorsque l'assemblée travaille, on fait, le rôle des élus, en fait, c'est de faire rentrer dans l'assemblée les contraintes politiques. C'est-à-dire que les quelques élus qui sont présents dans l'assemblée, représentent les élus de la majorité mmh mh. et en fait, les élus de la majorité se retrouvent aussi autour du sujet et fixent un certain nombre de lignes rouges et donc l'assemblée va travailler dans le cadre des lignes rouges, posées par les élus. De la même manière, les experts et les agents de la municipalité vont dire à l'assemblée ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire techniquement, Mmh. financièrement, administrativement et donc on amène l'ensemble de ces contraintes dans l'assemblée pour que l'assemblée puisse délibérer sous contrainte. Ce qui fait qu'à la fin des travaux de l'assemblée, l'ensemble des contraintes politiques, techniques, financières, administratives sont, intégrées et donc le produit de l'assemblée finalement, c'est presque un peu le produit final puisque l'ensemble des contraintes a été prise en compte. Mmh mh. Contrairement à ce qui s'est passé pour la convention sur le climat, ou les conventions un peu traditionnelles, où on fait travailler des habitants et à l'issue des travaux de l'assemblée, les élus et les experts, les agents vont dire: «Bon, on va prendre tel et tel aspect, parce que les contraintes, sont pas respectées». Donc nous, on intègre les contraintes a priori et non pas a posteriori des travaux de l'assemblée. D'accord et justement, le fait d'intégrer ces contraintes, a priori, c'est quelque chose qui, de votre point de vue, est un fonctionnement pérenne? C'est-à-dire qu'il faut continuer à fonctionner comme ça? Ou l'idée, ce serait plutôt de faire comme, l'Assemblée citoyenne sur le climat, mais en ayant in fine, malgré tout, plus de pouvoir décisionnaire? En fait, on trouve pas très intéressant de faire travailler des habitants, sans contrainte. Alors effectivement, ça libère des imaginaires, ça libère des possibles, mais quand c'est possible et ces imaginaires, ne sont pas cadrés, par des contraintes qui de toute façon sont intangibles, Mmh. on voit pas tellement l'intérêt de faire bosser des gens, sur des choses qui ne sont pas faisables en fait. Mmh. D'où l'intérêt de faire entrer ces contraintes-là. D'accord. Et nous, dans l'animation, du coup, on va travailler sur ces rapports de domination, on va dire. Il faut évidemment que les contraintes politiques ne viennent pas écraser, la volonté des habitants, qui soient présentes et que les contraintes techniques ne viennent pas non plus écraser cette volonté-là. Donc on vient vraiment, travailler sur, la notion de non négociable. Donc les contraintes politiques, en fait, c'est vraiment des contraintes non négociables. Des lignes rouges, donc ce ne sont pas des préférences, ce sont bien des impossibilités Mmh. politiques, techniques, D'accord. administratives et financières qu'on vient intégrer dans l'assemblée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, quoi. C'est-à-dire il y a aussi des lignes politiques, cette mairie a une couleur politique aussi, heu et heu et donc l'assemblée travaille sous cette contrainte-là. Bon, je pense que vous êtes un peu au courant des différents sondages qu'il y a pu y avoir sur la démocratie, et cetera. En France, la démocratie est assez décriée, la confiance dans les hommes politiques, est très basse.
euh, principalement parce que c'est une démocratie représentative. Est-ce Mhm. que la volonté de Fréquence Commune, c'est d'aller vers une démocratie directe ou le fait de rester sur une démocratie, on va dire, participative, donc sans pouvoir décisionnaire à la fin, mais avec une participation des citoyens, c'est plus ça qui vous caractérise? Alors, on a un débat en interne de fréquence commune, hein, de savoir si est-ce qu'on fait de la démocratie directe ou est-ce qu'on fait autre chose. Mon point de vue, pour moi, c'est qu'on fait du travail associé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transférer le pouvoir des élus aux habitants. Il Mhm. s'agit de faire du travail associé entre des élus, des habitants et des experts. Et pour moi, c'est ce trinôme-là, en fait, qui construit une décision euh, soutenable, désirable et qui tend vers l'intérêt général. Donc, il ne s'agit pas d'enlever le pouvoir aux élus, il s'agit de le partager avec les habitants. Et donc, c'est tous les protocoles qu'on met en place qui permettent vraiment de faire ce travail associé. D'accord. Euh, donc, il y a toujours de la représentation. Mhm. Il y a deux types de représentation d'ailleurs, parce qu'il y a les élus qui ont un mandat représentatif lié à l'élection, et on a aussi du tirage au sort, Mhm. qui donne aussi une forme de représentation aux habitants qui sont tirés au sort et qui viennent travailler au nom de la communauté présente. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, en fait. Ce n'est pas de la démocratie représentative ou de la démocratie directe. On essaye de trouver quelque chose qu'on appelle sans doute de la démocratie délibérative, qui mêle l'ensemble des acteurs à la prise de décision. Euh, et c'est surtout pas de la démocratie participative. Enfin, toutes les recherches montrent que la démocratie participative, c'est un écueil monstrueux en France, en fait, hein, avec deux principaux écueils, c'est que ce sont toujours les mêmes qui participent. Et Mhm. le deuxième impact, le deuxième analyse négative de la démocratie participative, c'est que ça n'impacte que très rarement la décision. Donc nous, on va vraiment travailler sur ces deux éléments-là. Donc le tirage au sort permet de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et l'impact sur la décision, eh ben, c'est nos protocoles en intégrant les contraintes dans les travaux de l'Assemblée, c'est ça qui nous permet d'impacter réellement la décision. Puisque les travaux de l'Assemblée, a priori, encore une fois, puisqu'ils ont intégré l'ensemble des contraintes, cette décision vient quelque part un peu s'imposer. Euh, et il n'y a pas tellement de rediscussion derrière entre les élus sur les travaux de l'Assemblée. J'ai l'impression que vos activités se développent dans de plus en plus de villes, Hum. y compris des villes plus importantes au fur et à mesure. Euh, enfin, est-ce que votre volonté au niveau de Fréquence Commune, c'est d'étendre ça encore plus et du coup, comment vous allez vous y prendre avec, on va dire, les bénévoles que vous avez actuellement, les employés, etc. Bah, effectivement, on est une petite équipe, hein, mais on a quand même accompagné une petite centaine de communes là déjà à ce jour, là, en 2 ans. Et l'idée aussi, c'est de commencer de préparer, là, dans les années qui viennent, on va préparer les élections municipales de 2026. Mhm. Euh, on a comptabilisé environ 800 listes en 2020 qui sont présentées avec la volonté d'expérimenter une nouvelle manière de faire de la démocratie. C'est ce qu'on appelle, nous, des listes participatives. Ouais. Donc, ces listes participatives mettent au cœur de leur programme l'innovation démocratique. Et donc, l'idée pour 2026, c'est de démultiplier ces listes dites participatives qui se présenteront aux élections municipales pour proposer une offre politique euh, basée, encore une fois, sur l'expérimentation démocratique et faire en sorte que les habitants soient directement impliqués dans les décisions. Donc, pour ce faire, on a un programme là qui va commencer au mois de novembre. On va former une quarantaine de formateurs D'accord. qui vont accompagner, là, jusqu'aux élections de 2026, qui vont accompagner le plus de listes possible un peu partout en France. Ces listes, ces accompagnements sont déjà déterminés ou est-ce que c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure? Vous allez commencer à contacter enfin, je sais pas comment vous faites d'ailleurs pour contacter les candidats, etc. Ouais, on fait un peu de communication, mais je crois qu'on est déjà bien repéré sur ce champ-là. Donc, ce sont plutôt les listes participatives qui font appel à nous. D'accord. Mais on va évidemment faire aussi une campagne de communication pour dire qu'il y a un réseau, en tout cas, et il y a un organisme qui a quelque chose à proposer, en tout cas en termes d'accompagnement, et qui peut aider ces listes à se constituer, à acquérir les méthodes nécessaires, et puis à se mettre au clair sur quel type de démocratie ils veulent mettre en place dans leur commune. Et quels sont les opposants, enfin, quelles sont ouais, les difficultés, les opposants concrètement à votre projet, au projet de Fréquence Commune? Bah, je dirais que la principale opposition, elle est culturelle, en fait. On est en France, sans doute dans d'autres pays aussi, on n'est sans doute pas les seuls, mais on est encore dans un format de gouvernance qui est quand même qui est quand même très pyramidal et qui est très lié encore à la recherche de l'homme ou de la femme providentielle. On a quelque chose de très personnifié autour du pouvoir, en fait, autour de la personnalité de la personne qui tient le pouvoir. Donc, les maires, comme le président de la République, on a une espèce de personnage un peu comme ça, qui est censé maîtriser, contrôler et avoir des réponses à peu près à tout.
Et donc nous, bah, on s'oppose à cet imaginaire-là qui ne fonctionne pas. Évidemment, on ne peut pas faire reposer la destinée d'une commune sur les simples épaules d'un homme ou d'une femme. Donc on considère que l'intelligence collective, c'est un fait et qu'on est plus intelligent à plusieurs et que pour prendre une décision et pour tendre vers l'intérêt général, il faut évidemment être au contact des intérêts particuliers et c'est de ces intérêts particuliers divergents sur lesquels on va délibérer et pour toucher du doigt et d'aller vers une prise de décision qui tend vers l'intérêt général. Donc, encore une fois, une personne, aussi brillante soit-elle, ne peut pas embrasser euh, l'ensemble des intérêts et porter à lui seul une vision de l'intérêt général. Enfin, pour nous, c'est complètement fou, c'est Mmh. complètement illusoire de penser ça et c'est même dangereux de penser ça. Donc, on se bat contre ça et je crois que la population est quand même beaucoup en recherche de cet homme ou de cette femme providentielle. Donc ça, c'est un des principaux obstacles qu'on a lorsqu'on mène une campagne. Souvent, les gens nous demandent qui est la tête de liste, qui va être le maire. Mmh. Et c'est sur cette base-là qu'on va voter pour telle ou telle liste. Donc nous, on essaie de déconstruire ça avec les habitants, en considérant qu'il n'y a pas un homme ou une femme providentielle, et puis surtout que ce sont pas les élus qui vont trouver l'ensemble des solutions, mais que c'est bien aux habitants de s'investir dans leur destinée, en fait, et dans la construction des politiques publiques qui les concernent. Donc ça, on a quelque chose autour de l'engagement qui est un peu compliqué à déconstruire, puisqu'on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on reste sur nos intérêts privés et que l'intérêt collectif, ça appartenait aux politiques, Ouais. et comme si les politiques étaient des gens différents du reste de la population, et que ça, c'était pas notre affaire. Donc nous, voilà, on a un combat culturel autour de ça, et de convaincre les gens qu'on peut faire de la politique différemment, mais que tout ça, ça nécessite de l'engagement, du temps. Donc on a aussi un problème de temps, évidemment, et du temps à dédier à ces questions-là. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à déconstruire là-dessus. Il y a une autre dimension qui est un peu compliquée, c'est la dimension de la mobilisation, évidemment. Beaucoup de gens sont désabusés des réunions publiques, en fait, hein, et de la pertinence d'aller dans une réunion publique, puisqu'on a souvent la sensation, lorsqu'on vient à une réunion publique, que les choses ont déjà été décidées et que notre parole ne va pas réellement être prise en compte. Donc nous, on déconstruit ça. Donc on a des protocoles qui permettent de réellement prendre en compte la parole des habitants, mais il va falloir rétablir ce lien de confiance et de faire comprendre aux habitants qu'on appelle dans nos réunions publiques qu'il va se passer quelque chose de différent cette fois-ci. Mmh. Donc voilà, il faut faire la démonstration sans arrêt que on fait de la politique différemment et que c'est possible de faire de la politique. Est-ce que vous y arrivez malgré tout? Est-ce que vous arrivez à convaincre les gens, on va dire, en proportion suffisante, en nombre suffisant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt vraiment à long terme de votre point de vue? Bon, en tout cas, on s'est aperçu qu'il y a un truc qui marche, c'est qu'une fois que les gens sont là, on a des protocoles d'animation où les gens s'aperçoivent vraiment qu'il se passe quelque chose de différent. Et donc, on a un taux d'engagement suite aux réunions qu'on organise qui est extrêmement satisfaisant. Les gens qui D'accord. participent à une première réunion, lorsqu'on leur propose de s'engager dans les réunions à venir et dans des processus, on est très surpris à chaque fois du nombre de personnes volontaires Mmh. qui viennent s'engager à l'issue de la réunion. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire venir les gens à la première réunion. Ouais. Euh, et donc, le tirage au sort et le porte-à-porte est une réponse. Et on arrive à des taux relativement satisfaisants Ah, d'engagement dans ces réunions-là. d'accord. Et après, c'est la pertinence du sujet aussi, hein, et c'est l'intérêt que vont porter les habitants au sujet de la réunion. Ça aussi, évidemment, c'est un point essentiel. Et le tirage au sort dont vous parlez et cetera, c'est que ça a besoin d'être organisé, avec la commune en général. C'est pas quelque chose que vous Ouais, pouvez faire de votre côté et pour aller ouais. voir les gens? Non, non, non. Et ça demande du temps aussi. Donc ça Mmh. aussi, c'est un frein aussi, c'est qu'on va demander aux élus de passer quelques soirées Mmh. à faire la tournée des adresses tirées au sort. Et oui, c'est un engagement qui fait un peu peur. On a quelques élus. À Poitiers, ça fait peur à Poitiers. Et puis finalement, c'était une expérience extrêmement positive également pour les élus. Mmh. Et puis aussi pour les habitants, où ils voient des élus débarquer chez eux en dehors des périodes électorales. Et ça, je crois que ça rétablit aussi un lien de confiance. Mmh. Et ça rétablit quelque chose. Mais c'est du temps. Ouais, ouais, c'est du temps et c'est de l'engagement. Quelle est votre relation avec les partis politiques, hein? Donc pas Mm. simplement avec les élus, et cetera, mais avec les partis politiques? Est-ce que, par exemple, là, vous allez vous faire des campagnes pour les municipales, Mm. est-ce que dans les groupes que vous allez aider, ce sont des groupes de partis politiques, entre guillemets, «déjà installés» pour certains? Ou est-ce que vous allez rentrer du coup en opposition avec eux, en Alors, concurrence avec eux, en tout cas? ouais, c'est une question qui est un peu délicate pour nous. On ne se positionne pas contre les partis. Et à la fois, on s'aperçoit que le fonctionnement des partis traditionnels n'est pas en phase avec ce qu'on développe et ce qu'on accompagne. Euh,
il y a toute une question autour du choix de la tête de liste, c'est de la composition, de la liste et ensuite de la distribution des postes d'adjoints, de conseillers délégués, et cetera. Heu, Évidemment, nous, ce qu'on observe de ce qui se passe dans les partis ne nous satisfait pas, dans les compositions, et dans les arrangements quelque part, entre les partis, là-dedans. Donc on est plutôt sur des protocoles, nous, qui déconstruisent aussi un peu, ces manières de faire, traditionnelles qu'on retrouve dans les partis. Heu, on considère aussi qu'il ne peut pas y avoir les affaires municipales, les affaires locales appartiennent au local. Donc il ne peut pas y avoir d'ingérence, d'un bureau politique, sur les affaires locales. Donc là aussi, on va être un peu en difficulté avec ça, de ces arrangements, politiques, mais peut-être avec un petit p. Heu, donc heu, donc on n'est pas opposé, aux partis, mais par contre, on considère que le fonctionnement actuel des partis ne correspond pas à notre vision de la démocratie. Alors vous, vous n'êtes pas opposé au parti du coup, mais est-ce qu'eux sont opposés à vous, du coup? Parce que comme vous les embêtez? On a des listes qui sont, parfois totalement partisanes, Ouais. et d'autres listes qui sont parfois des compositions à la Mmh. fois d'élus, D'accord. non encartés et d'élus encartés. D'accord, donc il peut y avoir, OK, il peut y avoir par exemple des membres de LV ou des Mmh, générations et cetera dans vos listes, c'est d'accord. ça. Est-ce que vous avez, une idéologie quand même malgré tout en fréquence commune? Il y a une idéologie par rapport à la démocratie, Mmh. ça c'est assez explicite. Mais est-ce qu'il y a une certaine idéologie ou en tout cas une certaine, un certain point de vue? Est-ce qu'on pourrait vous classer quelque part dans un à gauche, à droite, enfin je sais pas? Mmh. Heu, est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires pour vous dans les propositions de tel ou tel parti? Ouais, bah, on va pas être très original là, mais on est un peu sur les revendications qu'on a pu entendre, du côté des gilets jaunes et qu'on entend beaucoup, dans les listes qu'on accompagne. Les 3 piliers qui sont, la transition écologique, Mmh. la justice sociale et la transition démocratique. Je crois qu'on est globalement sur ces 3 grands piliers-là. Donc on va plutôt nous accompagner, des communes et des listes, qui vont plutôt dans cette direction-là, en considérant que la justice sociale, la transition écologique, la transition démocratique ne sont plus des sujets à débattre. La question, c'est pas de savoir s'il faut aller dans cette direction-là, la question est de savoir comment on y va. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais aussi de ligne rouge dans une assemblée. Si une assemblée, s'est positionnée, vraiment vers une transition écologique, considérant que c'est une urgence, on va pas accompagner et les élus majoritaires ne vont pas, laisser, se mettre en place un programme de bétonisation, et cetera. Oui, ça fera partie des lignes politiques rouges, des lignes rouges, qu'imposera, une des élus majoritaires à une assemblée qui va travailler sur tel ou tel sujet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on monte une assemblée, qu'on peut faire n'importe quoi et donc il y a un certain nombre d'orientations politiques, sur lesquelles, il n'est pas question de discuter. Donc nous, on D'accord. va plutôt accompagner évidemment, heu, des communes et des listes qui vont dans cette direction-là. Mais ça veut dire que des listes, xénophobes, on va dire, c'est comme ça, ou du RN simplement, ne peuvent pas, selon vous, correspondre à un idéal démocratique, par exemple? Ah oui, là, très clairement, pour nous, on n'accompagnera pas et on fait toujours un peu des recherches pour savoir d'où viennent les gens qui nous appellent. Très clairement, des listes RN, on n'accompagnera pas des listes RN. On peut accompagner, des listes dans lesquelles on peut avoir des gens, qui sont pas très, très clairs sur le sujet, mais parce qu'on considère aussi que c'est un peu, l'évolution sociétale et puis ce qui nous arrive, la désorganisation et les angoisses, qui nous traversent aujourd'hui, qui peuvent amener des gens à douter, du format républicain. Par contre, on n'accompagnera aucun leader, qui prône, des idées de ce type-là, très clairement. Comment est-ce que la démocratie, selon vous, participative, peut, contribuer à résoudre la crise écologique actuelle? Parce que vous parlez d'écologie justement, souvent. La transition écologique, en fait, peut pas être punitive, à l'égard des plus faibles. Il faut qu'elle soit, sans doute punitive à l'égard des gens, heu, qui ont des comportements, qui nous emmènent droit dans le mur. Mais je crois qu'il y a quelque chose à prendre en compte dans les impacts que peuvent avoir, ces mesures de transition écologique et de faire en sorte que ça ne soit pas les plus vulnérables, qui en pâtissent. Et je crois que pour, réussir cette équation-là, c'est-à-dire réussir à allier justice sociale et transition écologique, je crois qu'il faut faire intervenir les gens, qui sont impactés, par ces mesures-là et les appeler à la table des décisions, pour pouvoir, prendre en compte, les impacts, de ces mesures, sur leur vie quotidienne. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire prendre en compte aux gens, heu, que cette dimension de la transition écologique est absolument incontournable et qu'en plus, heu, on pourra atténuer, les effets, directs, sur telle ou telle catégorie de la population. Mais est-ce que vous constatez, vous, qu'aujourd'hui, la question écologique, elle est incontournable pour les gens et que forcément ils s'y penchent et que, on va dire on va appeler ça la transition, mais c'est pas une question de Mmh. transition, c'est une
redéfinition de Ouais. quelque part du Mmh. système, Ouais. leur paraît indispensable, ou en tout cas pas indispensable à une majorité, parce que certaines, on peut imaginer qu'une assemblée Mmh. juge que ce n'est pas nécessaire. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de déni, hein, sur ces questions-là d'une partie de la population pour plein de raisons et l'une des raisons, c'est aussi le manque de savoir sur cette question-là et en fait, le fait de faire travailler des gens, dans une assemblée, leur permet de monter en expertise, Mmh. sur un certain nombre de sujets. Donc je crois que cette formule de faire travailler des gens, qui a priori n'ont pas d'appétence directe, pour ces questions-là, donc le tirage au sort permet ça et ben ça permet des prises de conscience réelles et je crois que ces travaux-là permettent aux gens de prendre conscience de l'urgence écologique et que c'est en les faisant travailler d'une manière concrète, sur tel ou tel sujet, enfin sur ces sujets-là, que, la prise de conscience, enfin on dépassera la sensibilisation, on arrivera vraiment vers une prise de conscience, Mmh. de l'urgence de travailler ces questions-là et je crois que c'est vraiment en les mettant au travail sur un certain nombre de sujets, qu'on arrivera à emmener une partie plus importante de la population, vers des pistes de solutions en tout cas et vers une conscientisation, de ces questions-là. Bon, vous avez déjà parlé des municipales, j'avais envie de vous poser une question là-dessus, mais en fait, la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que Fréquence Commune est prête aujourd'hui à agir massivement, que ce soit de manière isolée ou en collaboration avec d'autres associations ou d'autres structures? Est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose de massif et de répondre quelque part à l'urgence? Parce que l'urgence écologique, démocratique, elles sont très très fortes aujourd'hui, les Bah, urgences. je crois qu'en fait, la massification, on va y apporter notre contribution, hein, en faisant de la com, en formant 40 formateurs, en démultipliant ce genre de choses, mais il faut absolument qu'on soit dépassé par le mouvement. Il faut Mm. absolument que ce mouvement de liste participative dépasse totalement les moyens de Fréquence Commune. Si on arrive à tout accompagner, machin, on sera sur un mouvement relativement mineur, quoi. Il faut absolument que ça se déploie, un peu partout, en dehors de nous, et j'imagine que cette demande d'accompagnement va faire naître, potentiellement, d'autres organisations, qui se mettront aussi à accompagner et tant mieux, ce type de liste. Il faut qu'on ait, je sais pas, 10 000 listes, l'ambition, qui paraît assez folle, c'est d'avoir 10 000 listes, 10 000 communes en France où viennent, heu, se construire une offre, démocratique différente et c'est ça qui permettra de renverser la table, en fait, quoi. Mm. Heu, donc on ne sera pas partout, évidemment, on va être à des endroits clés et on va surtout essayer de communiquer sur cette dimension-là, en essayant d'expliquer, à la population que, il est possible de faire de la démocratie autrement. Pour vous, vous l'imaginez comment? Enfin, comment ça se concrétiserait, ce dépassement? Ça veut dire que d'autres structures deviendraient faire la même chose que vous, mais sans nécessairement se coordonner avec vous, et cetera? Ouais, ouais, tout à fait, ou même, je pense qu'il y a des listes et en tout cas sur les 800 listes qui sont présentées aux élections de 2020, toutes n'ont pas eu, l'occasion d'avoir un accompagnement et certaines d'entre elles s'en sont très, très bien sorties, seules, sans nous en fait, hein, D'accord. donc il y a pas de nécessité de passer par nous, pour monter, ce type d'aventure, mais par contre nous on commence à être, en mesure de contribuer, heu, d'aider, de verser aux communs. On est en train d'établir des fiches méthodologiques par exemple pour aider les gens, à s'organiser, à constituer une liste, à choisir sa tête de liste, à construire un programme avec les habitants. Voilà, on est aussi en train d'écrire, et de capitaliser, tout ce qu'on est en train de faire et donc tout ça sera accessible sur notre site. Donc les gens, soit passeront par nous pour un accompagnement, soit iront, se ressourcer et trouver des éléments, dans les différentes, ouvrages ou articles qu'on aura eu l'occasion de construire, quoi. Comment ça se passe si une commune, on parle d'une commune là, d'accord? Ou même une liste, de citoyens, veut solliciter votre aide, ou si une association, imaginons une association Mmh. quelque part, se crée et veut solliciter votre aide, comment concrètement ça se passerait comment? Est-ce que c'est Bah, possible déjà? ouais, oui, il y a un contact, donc il faut aller sur le site de Fréquence Commune et puis il y a une boîte mail, hein, une boîte contact, où on reçoit, voilà, pas mal enfin, plusieurs sollicitations par jour, heu Et vous êtes et donc capable de répondre à toutes les sollicitations aujourd'hui? jusqu'à maintenant on l'a fait. Alors lorsqu'on a une sollicitation, nous on va quand même vérifier, qu'on parle bien de la même chose avec les personnes qui nous sollicitent. Mmh. C'est-à-dire que si la demande, est une simple demande de consultation, a priori, on va pas y aller, parce qu'on considère qu'il y a plein d'organismes aujourd'hui, qui font de la consultation et c'est très bien. Et donc nous, on va vraiment, vérifier avec les gens qui nous appellent, qui veulent déplacer la simple consultation pour aller vers de la co-construction, voire de la codécision avec les habitants. Donc c'est bien ces expérimentations-là qu'on accompagne et donc ça nous est déjà arrivé de refuser, des sollicitations, tout simplement, en se mettant en lien avec notre commanditaire et en s'apercevant avec notre commanditaire qu'on ne parlait pas de la même chose et que l'ambition était pas la même, en fait. D'accord, et là, dans le cadre des municipales? Du coup, là, on est en train de créer une cartographie,
On est en train de faire 2 choses en fait, on est en train de faire plein de choses, mais on est en train de mettre en place une cartographie sur laquelle vont se positionner, l'ensemble des listes qui vont passer par nous. Donc déjà ça va permettre du coup à des listes, dans un périmètre géographique, proche, de se mettre en contact et de faire, mouvement aussi et de s'accompagner Mmh. et voilà. Et on va mettre donc à disposition ces 40 formateurs, qu'on va aussi mettre sur la cartographie et on va essayer d'avoir des formateurs, un peu éclatés un peu partout sur le territoire, pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces personnes. Donc les listes participatives qui nous ont déjà repérés et donc on a aussi une chargée de com, qui fait en sorte aussi, que Fréquence Commune, soit repérée. Heu, donc ces listes, voilà, on a déjà eu une quarantaine de demandes de listes là, alors qu'on est Mmh. quand même un peu loin des municipales Mmh. et donc l'idée c'est que ces listes, ben, se mettent sur notre site et sollicitent, un accompagnement ou une aide et on essaiera d'y répondre, de cette manière-là. J'ai une dernière question, qui est une question un peu de perspective, de projection. Comment est-ce que vous voyez la démocratie en France, dans les, 10 années à venir? L'évolution de la démocratie idéale pour vous, c'est Ouais. quoi, en fait? Bah, on est, quelques-uns dans l'équipe à craindre très fort, les prochaines élections, présidentielles. Mmh. Moi, à titre personnel, j'ai quand même un peu l'impression que là, tout est en place, pour faire advenir, heu, le fascisme en France. La déception démocratique majeure, avec ce qui s'est passé sur les retraites là, qui est juste, Mmh. une espèce de paroxysme absolu, où à la fois, ni la démocratie représentative, n'est respectée, puisque ce n'est pas l'assemblée qui a décidé, c'est bien le gouvernement qui a décidé, face à une population qui majoritairement rejetait, un projet de loi. Enfin voilà, ça plus tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces dérives aujourd'hui, je laisse à penser que les élections de 2027 vont être un peu compliquées et absolument, risquées et là, moi, aujourd'hui, je m'inscris dans une perspective où face à un État fasciste qui risque de s'installer en France en 2027, il va falloir, créer des zones de résistance et je crois que ces communes, qu'on est en train d'accompagner et qui vont faire de la démocratie autrement, machin, seront aussi des endroits où on va, reconstruire, dans un environnement délétère, on va essayer de reconstruire, heu, la suite de l'histoire. Mais j'ai bien peur, moi, qu'on passe par une zone, un peu sombre, par un moment sombre, de l'histoire, avant de pouvoir, imaginer, une innovation, enfin, en tout cas, un pays qui retrouve un système démocratique. Donc, non, je suis pas très optimiste sur les sur le très court terme D'accord, d'accord, OK. mais par contre, je pense qu'il faut qu'on commence à se préparer à la sortie de ça, quoi. Mmh. Et par rapport au présidentiel, justement, je rebondis, en fait, sur ce que vous dites, hein, mais par rapport au présidentiel, est-ce que Fréquence Commune est en mesure de faire quelque chose? On sait pas exactement comment on fait, hein, pour faire de la démocratie, hein. On expérimente, on est en recherche avec les communes qu'on accompagne. On est vraiment en recherche de protocoles, heu, de manières de faire, tout ça donc et on croit vraiment que ce sont ces expérimentations et l'addition de ces expérimentations démocratiques, au niveau local qui permettront d'ouvrir et de créer un nouvel horizon, même au niveau national, sur ces nouvelles manières de faire de la démocratie. Mmh. Il y a Parce que les besoin protocoles qu'on utilise au niveau local, il y a aucune raison pour que ça marche pas au niveau national, voilà. mmh. Il y a besoin d'une nouvelle république, selon vous, pour arriver à vos objectifs? Bah, en tout cas, on se heurte à notre constitution telle qu'elle est, parce que vous voyez, on est encore obligé de jouer entre les lignes. Dès qu'on veut monter une assemblée décisionnaire, en fait, on bascule dans quelque chose qui est pas tout à fait légal. Mmh. Donc on est un peu empêché. Donc c'est pas très gênant parce que, in fine, il suffit que la proposition construite par l'assemblée suive le protocole administratif classique, les règles réglementaires qui aboutit à la fin à une Mmh. décision de conseil municipal pour que ça redevienne légal. Mais vous voyez, on est un peu gêné quand même aux entournures. Donc effectivement, une assemblée, réunie, dans notre constitution, ne peut pas contraindre, des élus, sur leur prise de décision. On est dans cette république-là. Mmh. Donc ouais, il y aurait sans doute des règles du jeu, différentes, à écrire et nous aujourd'hui, bah, pour rester dans la légalité, parce qu'il ne s'agit pas de construire heu, de faire bosser des gens et de construire des protocoles qui soient in fine, cassés administrativement, parce que Mmh. ça aurait pas Mmh. tellement de sens. Et ben, du coup, nous on joue un peu avec les règles du jeu, mais il faudrait en fait réécrire tout ça et en fait, c'est ce qu'on invite les communes à faire lorsqu'on leur demande du coup on leur demande finalement de réécrire des constitutions locales. On leur demande, lorsqu'on accompagne des listes, on a ce travail-là où on dit aux listes: «Bon, bah, OK, si vous gagnez les élections, c'est quoi la démocratie dans votre ville, quoi? Mmh. Et Mmh. expliquez-nous, c'est quoi les règles du jeu de la démocratie dans votre ville? Comment vont se prendre les décisions? Est-ce qu'il y aura des conseils de quartier? À quoi serviront les conseils de quartier? Est-ce qu'il y aura du tirage au sort? Sur quel type de sujet? C'est quoi le chemin de décision?» et cetera et ça, quelque part,
c'est une manière de réécrire la Constitution. Sauf que nous, on l'écrit au niveau local, mais après, rien n'empêchera d'envisager ça au niveau national D'accord. derrière. Donc c'est peut-être toutes ces expérimentations locales, on a un peu dans cette idée, dans cette utopie de penser que ces expérimentations locales finiront par inspirer à un moment donné, quand le temps sera, sera propice à ça, de réécrire les règles du jeu au niveau national. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Tristan. Avec plaisir. J'invite les gens qui vont regarder la vidéo à s'abonner, à cliquer pour partager, comme d'habitude.